Face à Face Santé, le podcast de la santé en mouvement. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette seconde édition du podcast Face à Face Santé. Aujourd'hui, nos invités sont Salma Mesmoudi, docteur en intelligence artificielle à l'Université Paris 1, et Kevin Rabian, docteur en neurosciences, responsable du service études et recherches chez France Alzheimer et maladies apparentées. Aujourd'hui, ce podcast est consacré à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le diagnostic précoce des maladies neurodégénératives et spécifiquement la maladie d'Alzheimer. Kevin, Salma, merci d'avoir accepté notre invitation et c'est à vous la parole. Alors, la maladie d'Alzheimer est une maladie, neurodégénérative. C'est-à-dire que c'est une maladie qui va, attaquer, les neurones du cerveau et entraîner, différents symptômes, notamment le symptôme, le plus, perturbant de la maladie, c'est des troubles neurocognitifs majeurs qui vont, se définir par, une atteinte de la mémoire, mais également d'autres fonctions cognitives. Donc une étude récente, en 2023, estime à environ 2,5 millions le nombre de personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer en France, avec environ 225 000 nouveaux cas chaque année, ce qui en fait une maladie avec une incidence au final très élevée dans la population, cette incidence étant plus élevée chez les femmes. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est également très compliqué. Elle va se dérouler en plusieurs étapes. Tout d'abord, un bilan neuropsy sera réalisé au sein au sein d'une clinique, par exemple, centre de la mémoire ou ce qu'on appelle un CM2R. Ça va permettre en fait d'avoir un spécialiste qui va pouvoir attester des symptômes cliniques de la maladie, donc qui peuvent être la perte de mémoire, la désorientation, les troubles du langage. Ensuite, on va, souvent, diagnostiquer, la maladie grâce, à de l'imagerie, donc via, une IRM qu'on connaît bien ou un autre, type, d'imagerie qu'on appelle un scanner par tomodensitométrie par émission de positrons, donc on va appeler plus simplement un PET scan et à cela vient s'ajouter également l'analyse de biomarqueurs. Donc ces biomarqueurs peuvent être faits, principalement par la ponction lombaire aujourd'hui en pratique courante, mais il y a, une arrivée, incessamment, sous peu de tests sanguins qui, même dans la pratique clinique, devraient permettre de faciliter du coup ce diagnostic. Et enfin, il y a également une option génétique parce que dans toutes heu, les facteurs, de risque de la maladie, on retrouve un facteur génétique et donc cette piste génétique est également, très importante. Aujourd'hui, il n'y a pas de, traitement curatif de la maladie d'Alzheimer. Il y avait 4 médicaments, qu'on appelle des médicaments symptomatiques, qui ont été, déremboursés en France en 2018 et qui laissent du coup la population, dans un espoir thérapeutique, grandissant. Espoir qui, vient de se concrétiser il y a très peu de temps avec, l'arrivée, en Europe, d'un médicament, donc d'un traitement qu'on appelle une immunothérapie, qui, devrait permettre, de diminuer le déclin cognitif, à condition que ce médicament soit, administré, à des personnes qui sont en une phase précoce de la maladie. Donc cette phase précoce aujourd'hui, elle est extrêmement compliquée à diagnostiquer, vu qu'on manque, d'outils, en pratique courante pour pouvoir, tout simplement repérer les patients suffisamment tôt pour qu'ils puissent bénéficier de ces traitements et rentrer dans un parcours de soins efficace. C'est pour ça que, dans cette thématique, donc du diagnostic précoce, l'intelligence artificielle et puis du coup le tout ce qui va être, du coup évolution de cette, de ce développement sur l'intelligence artificielle, devient, extrêmement important. Et du coup sur ce sujet, Salma, qu'est-ce que tu peux nous dire? Merci Kevin pour l'introduction. En fait, pour moi, l'intelligence artificielle désigne d'abord c'est quoi? C'est un ensemble de technologies ou ce qu'on va appeler des algorithmes qui donnent l'impression, et je souligne vraiment ces 2 mots, donnent l'impression que des machines peuvent imiter certaines capacités humaines, à savoir comprendre, apprendre, raisonner ou même créer. Mais c'est une impression. Donc, aujourd'hui, on distingue 2 grands types de ce qu'on va appeler IA. Il y a d'un côté l'IA, classique, ou l'IA analytique, qui est utilisée depuis des années dans nos laboratoires de recherche ou dans des entreprises et qui a pour mission d'automatiser des tâches ou détecter des motifs dans des données massives. Elle englobe des techniques comme les systèmes experts ou le machine learning, le deep learning ou qui est communément appelé, réseau de neurones convolutifs. Cette IA analytique, bien que moins connue du grand public,
Elle s'est développée fortement depuis une quinzaine d'années et surtout grâce aux GPU ou à des processeurs graphiques qui ont ramené une puissance de calcul, ce qui a permis d'énormes avancées en traitement d'images médicales comme les IRM. L'autre type d'IA, c'est l'IA générative et qui est au cœur de l'actualité depuis 2 ans maintenant et très populaire et qui permet de produire du texte, des images, du code, informatique, voire des molécules. Alors cette IA repose sur des modèles de langage de très grande taille qu'on appelle, les LLM pour, leur nom en anglais qui est, Large Language Model. Cette IA est rendue très populaire grâce aux chatbots et grâce à l'accessibilité, au grand public. Ces technologies, quand elles sont bien encadrées, elles deviennent vraiment formidables, de formidables outils d'aide à la décision, à la recherche et à l'innovation dans nos domaines et même dans les domaines courants de la vie. Merci Salma et effectivement, c'est vrai qu'on voit de plus en plus, d'outils, hein, qui sont, basés sur les intelligences artificielles, notamment pour nous aider au quotidien, ne serait-ce que, pour nous aider, à planifier, notre emploi du temps ou à nous aider, dans des tâches, du travail quotidien. Maintenant, est-ce que tu as des exemples plus concrets de cette utilisation de l'intelligence artificielle dans la santé, notamment en neurosciences? Oui, en fait, avec tous les grands développements actuels et le regain de puissance de calcul, on voit de plus en plus des travaux de recherche qui sont extrêmement intéressants, comme une étude qui a été publiée, l'année dernière, en 2024, dans un journal très prestigieux qui s'appelle le PNAS. Et dans cette étude, grâce à une IA analytique, il a été démontré que le connectome où c'est la carte de connexion neuronale dans le cerveau est différente, chez les femmes et les hommes. C'est-à-dire que les femmes, ils ont des connexions qui sont différentes, au niveau du cerveau des hommes. Cette découverte, elle pourrait expliquer, en partie, pourquoi certaines maladies, comme, c'est le cas de Alzheimer, touchent davantage les femmes et elle va ouvrir la voie à une médecine plus personnalisée. Heu, plus axé sur le genre ou sur même, il y a aussi des travaux qui vont même jusqu'à, l'ethnie. Donc l'IA, dans ce cadre-là, elle est vraiment précieuse parce qu'elle va permettre de détecter des signaux précoces dans les IRM ou les tests cognitifs, sachant que c'est quoi en fait ces algorithmes quand on dit ils vont, détecter des signaux précoces, c'est-à-dire qu'elles vont trouver des motifs qui vont être partagés au sein d'un groupe de patients. Ces motifs, on va pas pouvoir, à taille humaine, on va pas pouvoir les faire, mais l'IA, elle peut faire ça. Elle va pouvoir analyser des données massives que nous, on a quand même une capacité qui est très limitée. Et puis finalement, elle va pouvoir modéliser des évolutions de la maladie à partir de trajectoires de patients. Ce qui va permettre peut-être d'avoir des médicaments qui fit en fait, qui matchent beaucoup, heu des individus et pas des médicaments qui sont, génériques, qui vont des fois en fait, produire plus d'effets secondaires ou des choses. Mais bon, en tout cas, ça c'est à venir. Il y a pas mal de startups qui travaillent sur ça. Il y a pas mal de recherches qui travaillent sur ça, mais ce sont vraiment les tendances à l'intérieur de la recherche. Il reste bien sûr un défi majeur, c'est, intégrer l'ensemble des données hétérogènes pour en tirer du sens et ça, c'est vraiment en fait le défi actuel parce que, comme Alzheimer, plusieurs d'autres maladies sont des systèmes complexes. Merci, mais et donc du coup, avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle, on va être capable de traiter énormément de données différentes pour pouvoir, du coup, avoir, ce que j'ai compris, hein, une médecine plus, enfin, une médecine plus personnalisée. Mais est-ce que, du coup, l'accès à ces outils va bien permettre d'avoir, notamment avec les IRM, un diagnostic plus précoce, donc pouvoir diriger des patients, plus tôt dans une prise en charge thérapeutique au moment où, aujourd'hui, les traitements ou les interventions non médicamenteuses auraient le plus d'effet? Et si oui, comment ça peut se traduire? En gros, en fait, ce qui serait vraiment intéressant,
c'est vraiment, de pas mal réfléchir sur la data parce qu'aujourd'hui quand on pose ce genre de questions, on a l'impression que, la solution est va être ramenée comme une baguette magique par l'IA. Sauf que, la vérité, c'est pas ça en fait. La vérité, c'est que le vrai travail devrait se faire au niveau des données, au niveau de l'intégration de différents types de données. Car, comme on le sait, les données sont produites de manière massive, mais leur intégration n'est pas encore, chose qui est faite. Alors dans mon travail, j'essaye d'allier en fait, j'essaye d'utiliser l'intelligence artificielle, que ça soit, l'IA, classique ou l'IA qui est plus populaire, qui est générative, pour un peu, heu, pallier à ça. Donc on utilise, les algorithmes analytiques pour traiter des données cliniques ou des images médicales comme les IRM et on utilise les modèles de traitement de langage, aussi pour pouvoir analyser les textes. Alors, les textes, on peut imaginer plusieurs types de textes. Alors il peut s'agir de paroles de patients pour détecter des altérations de langage, comme c'est le cas pour le stress post-traumatique. Ça, on a déjà publié dans pour cette pathologie. Ou, on peut aussi analyser des milliers, d'articles scientifiques sur des maladies neurodégénératives comme Alzheimer et pouvoir en fait, faire intégrer des données qui proviennent des publications sur, la cognition, des publications sur la génétique, des publications sur la topographie cérébrale et pouvoir faire en fait des sortes de cartes, multi-échelles. En effet, en fait, pourquoi il est primordial de faire ça? C'est parce que le monde scientifique produit aujourd'hui une masse vertigineuse de données. Rien que pour Alzheimer, plus d'1 million de publications ont été générées, souvent basées sur des données d'IRM. À cela s'ajoutent des bases de données d'imagerie médicale qui se comptent en dizaines de millions de milliers d'examens. C'est cette surcharge, ce qu'on appelle parfois la data obesity, que nous cherchons à rendre intelligible et utile grâce à des outils comme celui que nous développons dans notre laboratoire, qui est Linkerdata. Alors, c'est quoi en fait cet outil? C'est juste une plateforme intelligente dédiée aux neurosciences et conçue pour cartographier les connaissances et connecter les données multidimensionnelles, multi-échelles du cerveau. Que ça soit des données qui proviennent de la génétique, de la clinique, de la cognition ou tout simplement bibliographiques qui proviennent des publications scientifiques vérifiées. Concrètement, elle va s'appuyer sur plus de 14 000 articles scientifiques, l'expression de 21 000 gènes dans plus de 1000 régions dans le cerveau et des atlas topographiques interactifs. On peut le voir, ce genre d'outils, on peut les voir comme une boussole scientifique ou un GPS dans le cerveau qui aide les chercheurs à localiser précisément les régions impliquées dans une pathologie, formuler des hypothèses plus robustes et identifier des nouvelles cibles thérapeutiques. Heu, pour donner un exemple, nous avons récemment utilisé Linkerdata dans le cas d'une maladie rare et ce qui est sorti en fait grâce à cet outil, c'est que les approches classiques se concentraient sur des zones déjà endommagées du cerveau et notre outil a permis d'identifier les vraies zones de déclenchement, encore inexplorées. C'est un changement de point de vue et c'est aussi un changement qui va permettre en fait de diminuer un peu cette errance thérapeutique. Mais au-delà de la performance, nous restons très liés à l'éthique, en manipulant des algorithmes, d'IA. Pourquoi? Parce que, nous, tout notre travail est basé sur le fait que la science est un commun, public. Donc l'IA devient aussi un commun scientifique dans ton travail. Elle ne remplacera ni les pathologistes, ni les chercheurs, mais elle va viser à accélérer leur travail. Heu, pour nous, quand on va utiliser l'IA dans des plateformes comme Linkerdata, c'est pour démocratiser l'accès à la science. Car innover aujourd'hui, c'est aussi permettre à chacun, partout, avoir les bons outils pour comprendre, soigner et surtout anticiper.
Effectivement, avec le regain d'intérêt scientifique, que peut avoir la maladie d'Alzheimer, de ces dernières années, on a quand même, plus de 20 000 publications en 2024. Un outil comme celui-là, un Linker Data, semble être un atout de taille pour les chercheurs. Mais par contre, qu'en est-il pour les cliniciens? Est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle pourrait permettre de faciliter un diagnostic pour des personnes en tout début de maladie? Et est-ce qu'elle pourrait, par exemple, réduire les délais nécessaires à l'identification de la maladie? Merci beaucoup Kevin pour cette question parce que, je crois vraiment que l'IA va jouer un rôle crucial en clinique. Même si pour le moment, ce n'est pas vraiment très apparent, mais tout pousse, vers ça. En tout cas, les tendances au niveau de la recherche, vont vers cela. Car, on pense que grâce à l'IA, on va pouvoir accélérer le repérage précoce des maladies comme Alzheimer et plusieurs modèles d'IA sont aujourd'hui capables d'analyser des IRM cérébrales, des biomarqueurs cognitifs ou même des altérations précoces du langage pour détecter des signaux faibles de la maladie. Imaginez en fait des applications où le patient, il n'a qu'à dire quelques phrases, raconter un événement, comme pour notre application sur le stress post-traumatique. Le patient, il n'a qu'à raconter son traumatisme et derrière ça, il y a nos algorithmes qui vont pouvoir détecter des signaux pour savoir est-ce que cette personne a développé le stress post-traumatique ou pas suite à son trauma. Donc, vraiment en fait, ça va peut-être faciliter le travail des cliniciens, dans le repérage de certains symptômes et même trouver des nouveaux symptômes qui n'étaient pas, assez repérés à des stades précoces. C'est précisément un des objectifs de l'Interdata, connecter les multiples sources de données hétérogènes comme le texte, l'IRM, la génétique, afin d'alimenter des outils d'aide au diagnostic et non de substitution. Donc l'IA, je répète encore une fois, ne remplacera pas l'expertise du clinicien, mais elle peut lui faire gagner du temps précieux en hiérarchisant l'information, en créant de la connaissance euh, sur les datas ou en augmentant les datas par la connaissance. Et en assurant aussi une veille intelligente sur les dernières découvertes. Parce que 1 million d'articles sur Alzheimer, qui est capable de lire 1 million d'articles sur Alzheimer? Cela dit, il reste des défis majeurs à dresser. La validation clinique des modèles, parce qu'il suffit pas d'avoir un modèle, il faut le valider, parce que au niveau de la santé, on va pas prendre des choses qui ont des risques, on va pas faire appliquer des modèles qui ne sont pas validés. Donc ça, c'est une grande charge, la validation clinique des modèles, leur transparence, ça, c'est un point crucial pour, dans le cadre de l'IA. La transparence, il n'y a pas à transiger avec la transparence. La formation des praticiens à ces nouveaux outils. Il faut savoir que, l'IA a été développée dans des laboratoires. Beaucoup de gens utilisent des chatbots aujourd'hui, mais est-ce qu'ils les utilisent bien? Est-ce que les praticiens pourront utiliser les algorithmes et les logiciels qu'on va nous produire, ça, il va falloir penser à des formations. Et surtout, l'intégration respectueuse du temps et du jugement médical dans ce processus. C'est-à-dire, les nouveaux outils qu'on va fournir, euh, n- n- on ne devrait pas imposer aux praticiens des outils trop complexes ou chronophages. On devrait s'assurer que ces outils s'intègrent naturellement dans leur flux de travail clinique, sans surcharge ou perte de temps. Parce que, ce qu'on voudrait quand même, c'est vraiment faciliter leur travail, pas les surcharger avec des logiciels qui sont difficiles à utiliser. Et puis laisser la décision finale au médecin, en considérant que l'IA est simplement un outil. Et d'ailleurs, sur le plan juridique, où est la responsabilité? Où serait la responsabilité? Où serait, la responsabilité juridique d'un outil. Donc l'outil ne devrait pas décider, il devrait être là comme support et c'est au médecin à la fin à la fin de la chaîne, c'est lui qui devrait décider. Et finalement, respecter l'expertise, l'intuition et l'expérience clinique du professionnel de santé, notamment dans les cas complexes et ou ambigus.
Merci beaucoup. Je pense que nous l'avons bien compris, avec des espoirs thérapeutiques qui sont principalement dirigés vers des patients en tout début de la maladie, la création et la mise en place d'outils performants pour faciliter le diagnostic précoce de ces personnes devient primordiale pour améliorer l'accessibilité aux soins. Cependant, il reste quand même à garder à l'esprit, que le diagnostic précoce n'est pas synonyme de dépistage, puisque ce dernier peut s'accompagner de problèmes éthiques, qu'il est important de garder à l'esprit pour éviter toute dérive. Toutefois, on peut quand même noter l'émergence ces dernières années de nombreux outils numériques qui facilitent le repérage des personnes qui sont le plus à risque de développer des pathologies neurodégénératives. Et nous pouvons espérer qu'avec le progrès de l'intelligence artificielle, ces derniers puissent se parfaire pour doter la population d'outils nécessaires pour qu'ils puissent être acteurs de leur propre santé. Face à Face Santé, le podcast de la santé en mouvement.